Le chirurgien oncologue qui m'a annoncé mon cancer et qui nous l'a annoncé avec mon mari nous a très très vite rassurés pour nous dire qu'il nous accompagnerait à faire un bébé après. Mais il nous a clairement menti, hein. Mais moi, je suis restée raccrochée à ça, en fait, pendant tout ce protocole lourd. Moi, je suis passionnée de danse classique. J'ai rencontré quelqu'un de l'Opéra Garnier qui m'a expliqué, autour de mes 11 ans, parce que je rentrais en 6e, c'était pour la rentrée de la 6e, que je serais toujours trop petite et trop grosse, c'est-à-dire trop en forme, déjà, pour être... un petit rat de l'opéra. Ouais. Et ça a été dur, mais en même temps, pour moi, ça a été quelque chose d'assez révélateur pour apprendre à m'aimer telle que j'étais. Pour moi, un sein, c'était un déséquilibre. Donc effectivement, c'était 2 ou 0. J'ouvre un champ des possibles. C'est-à-dire que je montre une voie qui est différente. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Sagesse, douceur, dans la vie, optimisme, équilibre, artiste, féminité. Voilà des mots qui illustrent parfaitement mon invitée. Valérie a été frappée 2 fois par le cancer. 36 ans, puis 7 ans plus tard. 36 ans, dans une période de vie où tout semblait aligné, super boulot, super enfants, bien dans son corps, un projet de 3e bébé, tout allait bien. Et puis, paf. Le plus triste dans cette histoire, c'est que le projet de bébé était en route et Valérie a dû avoir recours à un avortement thérapeutique. La perte et le deuil du bébé étaient finalement bien plus durs que le cancer, et je peux vraiment l'imaginer. J'en ai même le bide retourné. Mais elle s'est raccrochée à ce projet de bébé, ça l'a portée. Après le cancer, elle allait avoir un bébé. À part que ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Fausse promesse du médecin. Et moi, ça me fâche, mais j'apprends beaucoup de Valérie. J'apprends de sa sagesse. Elle ne veut pas regarder en arrière. Elle veut aller de l'avant. De même qu'elle n'a probablement pas été soignée comme il faut à 36 ans. De nouveau, ça me fâche. Mais elle va de l'avant. Ce qu'elle ne dit pas dans le podcast, c'est toutes les douleurs qu'elle endure encore tous les jours, comme les neuropathies. Mais moi, je le dis parce que je la trouve si battante, si courageuse, si résiliente. Dans son enfance, elle était danseuse, presque petit rat de l'opéra, mais non, à 11 ans, on lui a dit qu'elle était trop petite et trop grosse pour l'être. Ces mots d'adulte sur son corps d'enfant auraient pu la foutre par terre et lui faire haïr son corps toute sa vie. Eh bien non, ces mots ont eu un impact diamétralement opposé. Avec les paroles réconfortantes de ses parents, j'en suis émue, la petite Valérie n'a pas arrêté la danse et a aimé son corps, soi-disant trop gros et trop petit. 7 ans après son premier cancer, une belle période où tout était à nouveau aligné, et repaf, avec cette fois-ci l'idée de la mort, alors qu'elle n'y avait pas pensé une seule seconde 7 ans auparavant. Je vous laisse découvrir son histoire et tout le chemin qu'elle a parcouru et qui l'a amenée à faire le choix de devenir une double Amazone. Un chemin rempli d'obstacles et d'embûches, de douleurs aussi, de joie aussi, pour au final faire ce choix de rester à plat et être bien dans son corps, s'aimer juste comme elle est et rayonner. Nous avons débattu autour du terme reconstruction. A-t-on été déconstruite ou même cassée en 1000 morceaux? Quelles sont les implications physiques d'être à plat? Nous avons parlé de féminité, de sensualité, de réflexion de l'entourage par rapport à son choix, de courage aussi. Est-ce que c'est courageux d'être à plat? Peut-on parler de courage? Le courage de quoi au fond? Le courage de ne pas être impacté par le regard de l'autre. Nous avons aussi parlé de standards de beauté, d'une certaine liberté qu'elle ressent, qu'elle vit au quotidien. Valérie ouvre le champ des possibles et nous montre une voix qui est différente, avec beaucoup de douceur et un côté artistique qui rend l'histoire plus jolie. Et puis je terminerai cette intro par quelques phrases de son mari, Mathieu, qui a toujours été à ses côtés, soutenant, aimant et respectant ses choix à tout moment. Merci à lui pour sa participation à ce merveilleux épisode. C'est hyper touchant. J'ai toujours pensé que c'était d'abord son choix, d'abord son corps.
J'ai gardé en tête, depuis son premier cancer, que la mise à plat était la solution qui la soulageait le plus, car cela réglait le problème. D'ailleurs, j'aime sa phrase « mettre à plat », car cela tourne la page. Juste après l'opération de mise à plat, j'étais choquée, perturbée, pas par le manque de sein, mais par les cicatrices. Avec le temps, j'ai appris d'elle et avec elle. On peut être féminine et désirable sans poitrine. J'aime sa silhouette, ses formes, ses hanches, ses yeux. Bonjour Valérie. Bonjour, ça va ? Ben oui, ça me fait tellement plaisir de te retrouver à Paris parce qu'on a quand même toutes les deux pris le train pour se retrouver et je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez magique en fait quand ces rencontres virtuelles deviennent réelles. Alors, je crois qu'on se suit depuis pas mal de temps. Alors, je dirais plutôt que c'est moi qui te suis, en fait. Non, mais moi, je t'avais repéré aussi. Et figure-toi, pour la petite histoire, quand même, tu m'avais envoyé cette magnifique vidéo que j'aimerais mettre sur la page de ton podcast. Et j'attendais toujours un moment, c'était une période qui était très chargée, et j'attendais le moment idéal, un moment doux pour la regarder. Et figure-toi que c'est dans cet appartement ici à Paris que je l'ai regardée. J'avais pris un petit verre et je me suis mis dans ton univers et je crois que j'ai même pas attendu la fin de la vidéo. Je t'ai envoyé un message tout de suite. Oui, c'est vrai, tu me l'as envoyé. J'invite tous les auditeurs et les auditrices à aller regarder cette vidéo qui est absolument magnifique parce que c'est vrai que c'est très imagé et ça vaut vraiment, vraiment la peine de compléter le podcast avec cette magnifique vidéo. Donc, merci en tout cas d'être venu jusqu'ici. Merci d'avoir accepté mon invitation de venir témoigner sur le podcast. Et voilà, on va commencer de manière relativement classique où tu vas te présenter, ton âge, l'événement qui a frappé 2 fois. Donc, est-ce que tu peux nous mettre un petit peu dans le contexte? J'avais été très marquée que tu disais que c'était une période qui était une belle période de ta vie, en fait, avec les... Oui, une très belle période de ma vie. Voilà, ouais. je te laisse raconter ton histoire. Donc aujourd'hui, je m'appelle Valérie. Aujourd'hui, j'ai 47 ans et demi plus, bientôt 48 ans. Et donc j'ai eu effectivement un premier cancer du sein. J'avais 36 ans. Donc c'est celle-ci la super belle période de ma vie. Un beau mari, 2 beaux enfants, donc Bertie et Gaspard qui avaient 5 ans et 8 ans. Oui. Un projet de bébé, un projet de 3e bébé, des vies professionnelles très épanouissantes. Tu faisais quoi? J'étais DRH. Ok. Et oui, quelque chose de super facile. Je sais pas si tu vois, mais une vie, voilà. Tout roule. Ouais. Tout roule dans une ville sympathique pour les enfants de 6000 habitants, très conviviale. Enfin, tout collait, quoi. C'est comme si tout était aligné et quelque chose. Et depuis plusieurs années, je dirais, parce qu'on a eu d'autres épreuves dans la vie, mais là, depuis plusieurs années, on avait quelque chose de très épanouissant. Et moi, dans ma féminité, c'est-à-dire en tant que femme, c'est une période où j'étais super à l'aise avec moi-même, avec mon corps, avec mes défauts, voilà. C'était vraiment une très, très belle période. Et c'est vrai que quand ce cancer arrive, la période s'arrête, clairement. Donc ça, c'est une première étape j'ai envie de dire, où j'ai été bousculée, donc où j'ai eu un cancer du sein droit, hormonodépendant, HER2, et où on a découvert que j'étais enceinte de ce fameux petit 3e en même temps. Ça, je savais pas. Voilà. Et qu'est-ce que tu as eu comme traitement à ce moment-là? Eh bien, le premier, ça a été l'avortement thérapeutique. Et puis ensuite, chimiothérapie, tumorectomie et curage axillaire, puisque une partie des ganglions étaient atteints. Donc, ils ont enlevé toute la chaîne ganglionnaire, radiothérapie. Et là, j'ai bugué. Je devais faire de l'hormonothérapie. Et là, j'ai complètement bugué, en fait. Je ne l'ai pas prise. Je voulais un bébé. Enfin, j'avais pas fait le deuil. Il y avait quelque chose de douloureux. T'étais enceinte de combien de temps? De 12 ou 14 semaines. Je sais plus exactement. C'était un début de grossesse. Donc, on t'a pas donné la possibilité de le garder? Ah, mais ça n'existait pas en 2011 à Orléans. Clairement, c'est même pas une option qui a été proposée à ce moment-là. Une double difficulté, quoi. J'ai envie de dire que c'était même la plus grosse difficulté. J'imagine que c'était la plus grosse difficulté. La chimio, ça a été super facile à côté de ça. Voilà. Et donc, tu dis, t'as bugué, t'as pas voulu prendre l'hormonothérapie pour pouvoir
avoir un bébé après. Oui, c'est ça. C'est que moi, le chirurgien oncologue qui m'a annoncé mon cancer et qui nous l'a annoncé avec mon mari, nous a très très vite rassurés pour nous dire qu'il nous accompagnerait à faire un bébé après. Oui, il nous a clairement menti, hein. Mais moi, je suis restée raccrochée à ça, en fait, pendant tout ce protocole lourd. Je me disais, bon, voilà, ma vie d'avant va revenir et donc le projet de bébé va revenir tout de suite. C'est une possibilité. Ça ne l'était plus, hein. 37 ans et demi. Ménopausée à cause de la chimio, j'imagine. Et il m'a reménopausée parce que je refusais de prendre l'hormonothérapie. Donc, ça a été... il m'a reménopausée 1 an. Et puis, au fur et à mesure, je pense que moi, j'ai fait mon deuil. Voilà, j'ai arrêté d'être en colère contre lui, contre ce chirurgien. Et puis, voilà, j'ai regardé mon mari, mes enfants et on a continué notre chemin qui est redevenu un beau chemin. Waouh, voilà, je découvre ça en même temps que toi parce que c'était pas dans la vidéo. Non. Et donc c'est vrai que alors on a fait du chemin par rapport à 2011 finalement, par rapport à toutes ces grossesses post-cancer, oui. de remettre les femmes sous hormonothérapie pendant 2 ans, puis de faire une interruption et donc une parenthèse difficile. Oui, hein, vraiment une parenthèse difficile, mais en fait. Je vais pas dire que je remercie ce monsieur de m'avoir menti parce qu'on remercie pas ce genre de personnage, mais en même temps, j'ai vécu tout le protocole. En 10 mois, c'était réglé. C'est-à-dire que j'ai eu 10 mois de soins et au bout de 10 mois, je suis retournée au boulot, j'ai repris ma vie et j'ai envie de dire la seule petite trace qu'il restait de cet événement, c'était mon regard par rapport à mon corps puisque j'avais quand même un sein très déformé. Et donc, je me suis mise à porter des très beaux foulards. Et je cachais, en fait, cette poitrine avec laquelle j'étais pas complètement à l'aise. Tu veux dire que c'était disproportionné? C'était tout à fait. J'avais un téton qui regardait bien droit devant. Enfin, non, j'en avais un qui regardait en bas et l'autre qui regardait à droite. Enfin, c'était vraiment pas joli. Enfin, voilà, en termes d'esthétique. Et donc, je me suis adaptée et vraiment j'ai envie de dire, le souvenir que j'ai et qui a disparu plus tard, c'est que je me suis mise à adorer les foulards. Pas sur ma tête, mais posés sur ma poitrine. Voilà, ça cachait. Donc, j'avais 120 ou 130 foulards. J'adore l'anecdote. Et donc, le deuil de ce bébé... À mes 40 ans. Voilà, donc 3 ans plus tard... j'ai fait le deuil et j'ai fait un deuil très clair puisque on a procédé à la ligature des trompes pour dire voilà, c'est une histoire terminée. Pour ne pas prendre de risque, j'imagine, par rapport à une... Tout à fait. J'entends que 7 ans plus tard... Voilà. Ça reprend. Là, merci les contrôles. Alors, je te pose juste une petite question parce que, en fait, donc, tumorectomie. Et pas de reconstruction. Eh bien, moi, j'ai eu une opération une symétrisation. Je l'ai eue à mes 40 ans. Ok. Donc, en même temps que j'ai repris mon corps en main. Donc, ligature des trompes, symétrisation. Donc, ça y est, mes tétons, regardez les deux au même endroit. Les foulards ont disparu de ma vie. Je te pose cette question-là parce qu'on va parler énormément de l'amour du corps, de la relation au corps. Comment tu t'es sentie entre ce premier cancer par rapport à ton corps? Eh bien, en fait, j'ai envie de dire, dans mon corps, moi, je me sentais à l'aise. J'avais des handicaps et un ressenti un peu particulier parce qu'il y avait toute une partie de mon sein que je ne sentais plus, et puis le bras, etc., où on est vraiment handicapé, en fait. Mais c'est pour ça que je parle de mes foulards, parce que c'est un symbole très, très fort pour moi, puisque ça a été ma béquille pendant 3 ans pour être à l'aise. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment besoin d'être à l'aise avec mon corps. J'ai envie de dire de ma racine des cheveux à mon ongle d'orteil. Donc cet endroit-là, j'étais pas complètement à l'aise et donc j'ai trouvé une manière de l'être en fait. C'était ça pour moi. Et tu l'étais réellement? Oui, je l'étais. Avec Dès que j'avais mon foulard, je l'étais. Je peux faire un petit coq à l'âne là parce que justement, ça m'avait fort marqué quand on s'est rencontrés par Zoom la première fois, que dès petite, tu parlais déjà d'aimer ton corps à partir de 11 ans en fait, des souvenirs. Oui, alors le gros souvenir de mes 11 ans, c'est que moi je suis passionnée de danse classique depuis toute petite. J'ai beaucoup lutté avec mes parents d'ailleurs pour pouvoir en faire de la danse parce que c'était loin, parce que c'était cher, enfin pour plein de raisons. Et quand je m'y suis mise, je m'y suis mise à fond. Et effectivement, à 11 ans, il a été question des petits rats d'opéra.
Et donc, j'étais très accompagnée par un professeur, qui connaissait un petit peu de monde. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un de l'Opéra Garnier qui m'a expliqué, autour de mes 11 ans, parce que je rentrais en 6e, c'était pour la rentrée de la 6e, que je serais toujours trop petite et trop grosse, c'est-à-dire trop en forme, déjà, pour être... un petit rat de l'opéra. Ouais. Et ça a été dur, mais en même temps, pour moi, ça a été quelque chose d'assez révélateur pour apprendre à m'aimer telle que j'étais, en fait. Parce que... Tu aurais pu... Oui, ça aurait pu avoir un effet totalement inverse, quoi. Ben, ça ne l'a pas été. Voilà. C'est vraiment quelque chose, pour moi, ça a été un déclic ces formes, elles sont là. J'en avais pas conscience d'ailleurs, parce que très souvent, il y a plein de petites anecdotes de quand j'étais enfant où j'avais aucune conscience de ce que t'es une paire de seins, par exemple, puisque moi, ils ont poussé très tôt. J'allais à la piscine en monokini et le maître nageur alertait mes parents en disant que j'attirais beaucoup le regard des garçons et que ce serait bien de mettre un petit haut. Mais moi, je comprenais pas du tout. Je me sentais bien, je me sentais à l'aise et c'était OK pour moi comme ça. Donc, c'est quelque chose qui est là depuis, effectivement, très jeune. Et là, par contre, à 11 ans, j'ai vraiment eu des vraies paroles d'adulte sur mon corps. Et moi, je suis très entourée et mes 2 parents sont vraiment des chouettes parents. Et je pense qu'ils m'ont vite fait comprendre que il fallait que je m'aime telle que j'étais et que j'étais vraiment très jolie en plus. Oui, donc, c'est ça. Et on rajoute donc vraiment, et tu es très, très jolie. Oh, écoute, voilà. En fait, c'est déjà toutes les graines de l'histoire que tu vas nous raconter. C'est ça. Et ça ne m'a pas empêché de continuer la danse, pour info. Donc, j'ai continué quand même la danse dans des conservatoires jusqu'à 24-25 ans. Pas petit rat de l'opéra, mais quand même un niveau... Une belle danseuse avec des gros seins. Et petite. Alors, tu nous racontes 7 ans plus tard, donc ça fait 44, 43, voilà, c'était et demi, je sais plus exactement. Et là, de nouveau, un équilibre, ça va bien dans la famille, les enfants vont bien. Là, c'était pareil et j'étais même encore dans un nouvel élan professionnel puisque je devais avoir une promotion à ce moment-là. Donc, des enfants qui vont très bien. On avait déménagé dans une belle grande maison en ville, à Orléans. J'ai envie de dire, c'est pareil, c'est quelque chose où ça te coupe l'herbe sous les pieds au moment où ça arrive. Souvent, je me questionne sur ça, sur le fait, mais pourquoi à chaque fois que je suis dans un bel élan, tu vois, ça te donne envie de plus avoir de bel élan, parce que tu te dis, mais mince, ça suffit. Mais on ne l'a pas pris quand même comme cette grosse vague de la première fois, puisque on savait de quoi il s'agissait. Oui, en revanche, est-ce qu'on n'a pas plus peur? Donc, Alors, tu parles d'une récidive, c'est pas un deuxième cancer, c'est une récidive. Voilà, récidive, même sein, même cancer, okay. tout okay. Pareil, avec encore un petit ganglion atteint. Donc, donc dans la nuque. Tu montes la nuque, là, voilà. Comme il y en a plus sous le bras, il faut bien que ça monte ou que ça se mette quelque part. Donc là, c'était la nuque. Et ils n'avaient pas voulu enlever tout le sein à l'époque. Ils avaient enlevé... Ok, ils avaient enlevé tous les ganglions, mais pas tout le sein. Oui. D'ailleurs, l'oncologue que j'ai rencontré suite à ma récidive sur Paris m'a dit que c'était un petit peu une erreur stratégique compte tenu de mon âge à l'époque. Comme j'étais jeune. Qu'est-ce qu'on fait avec une info comme ça, en fait? Rien. En fait, moi, je suis quelqu'un j'ai jamais de regrets. Donc, rien. C'est un constat. On n'en fait rien du tout. On peut être en colère, mais... non, même pas. Non, je n'ai pas été en colère. J'ai pris acte. Ça veut dire que vraiment, j'ai quitté le centre d'Orléans parce que j'ai pas été bien soignée et je n'ai pas été bien traitée. Voilà. Donc là, deuxième fois, on est plus exigeant. J'ai envie de dire, moins petit soldat. On a plus envie d'être acteur de son parcours de soins. Tu l'avais déjà été très fort dans la première partie. Je l'avais été, mais sans connaître. Oui. Et je n'avais jamais voulu chercher à connaître ce que j'avais réellement. J'avais un cancer du sein, c'était pas de bol. C'était tombé sur moi et il fallait que ça parte vite de ma vie. Voilà, c'était un petit peu ça. Est-ce que tu étais aussi drivée par cette 3e grossesse qu'elle est arrivée après? Certainement, oui. Oui, donc dans la vie, très fort dans la vie. Oui. Et donc effectivement, la récidive, c'est moins un choc, c'est une information qu'on prend. En plus, les choses se sont faites par étapes. Au début, on m'a dit que c'était pas très très grave. Tout compte fait, après, on m'a dit que c'était très grave suite aux examens.
parce que entre la biopsie et les examens après, les choses changent. Ouais. Donc bon voilà, j'y suis allée, c'était par étapes, hein, j'ai envie de dire. Et puis avec cette lucidité, quand on a commencé à m'expliquer que c'était très grave, avec cette lucidité de effectivement maintenant je peux mourir. Que tu n'avais pas du tout eu. Jamais eu. Bon, la première fois, je n'ai jamais pensé de ma vie que je pouvais mourir de cette chose-là. Vraiment pas. Et là, c'est parce que le grade était plus élevé ou c'est parce que... C'est parce que d'abord c'était grave la première fois et j'en avais jamais eu conscience. Peut-être que si j'en avais eu conscience, d'ailleurs, j'aurais pris cette hormonothérapie, j'en sais rien du tout. En tout cas, j'en ai jamais eu conscience la première fois. Que là, il y avait quand même encore une petite métastase. Donc on te met dans une catégorie autre, hein, j'ai envie de dire. On ne parle pas de guérison, on ne parle pas de rémission, alors qu'aujourd'hui, en l'état actuel, par exemple, il n'y a aucune cellule cancéreuse dans mon corps, mais je suis encore traitée et considérée comme une femme qui a un cancer. Et qui a eu une métastase. Voilà, en fait, c'est ça. Oui. Bon, Valérie, je pense qu'on peut raconter à nos auditeurs ce qui nous est arrivé là maintenant. On était en train d'enregistrer, je crois qu'il y a 20 minutes de l'enregistrement qui sont passées à la trappe. À la trappe. Ouais, parce que la carte était full alors qu'elle n'est pas full. C'est ça. Et donc, c'est un peu compliqué, mais on le dit, on va se remettre dans le bain. On ne sait pas où ça s'est arrêté, les 16 premières minutes. Écoute, c'est un peu en lien avec mon histoire. J'ai bugué. Bon, eh bien, ton matériel a bugué. Mon matériel aussi. a bugué. Valérie, je te trouve résiliente. Je nous trouve résiliente quand même. Je pense que nous en étions à la deuxième opération. Oui. Me semble-t-il. Oui. Bon, je pense que je rejouerai un petit peu sur le montage ou quelque chose. Allez, je te dis ce dont je me souviens. Je pense aussi qu'on s'est arrêté à les étapes en fait que j'ai suivies au cours de ma récidive. Donc je vais le reprendre, je vais te réexpliquer. Bon, généralement, quand on l'explique une deuxième fois, on en dit moins, il paraît. Donc, je vais essayer. Écoute, fais amnésie totale. Voilà. Donc, quand on m'a annoncé ma récidive, donc j'ai eu une première intervention chirurgicale avec mastectomie à droite, puisque c'était le même cancer. Enfin, voilà. La même chose. Donc, mastectomie à droite avec reconstruction immédiate par prothèse. Voilà. Il me semble que je t'avais dit que justement, ça venait de cette envie d'avoir 2 seins ou 0. Oui. Voilà. Ça, c'est ce que, voilà, c'est depuis le départ. C'était ça, voilà. Donc, c'était l'option. Tu sais d'où ça vient? Cette besoin d'harmonie, peut-être la danse. La danse. En fait, oui, moi, danse, je suis convaincue que c'est la danse et que c'est ce besoin perpétuel que j'ai d'être en équilibre dans mon corps. C'est-à-dire que même dans ma vie professionnelle, dès que je me sentais un peu, on parle beaucoup d'alignement. Alors moi, je suis psychologue de formation. J'ai fait des formations en développement personnel et ce terme alignement, moi, je me vois comme cette danseuse très alignée, tu sais, tirée par le haut comme ça, là, malgré mes 1m58, toute petite et trop grosse pour faire de la danse. Je me suis toujours sentie très étirée et alignée. Et en fait, quand quelque chose se passait mal au travail, pouf, je sentais un petit décalage et j'avais besoin de le traiter. J'ai toujours eu ce sentiment-là de besoin d'équilibre très, très fort. Avec un sein dans ma vision des choses, qui n'est pas la vision forcément de toutes les femmes. Pour moi, un sein, c'était un déséquilibre. Donc, effectivement, c'était 2 ou 0. Donc, on a fait ce choix-là. Je dis on parce que on l'a fait avec mon mari. Et puis, une fois que cette reconstruction, cette opération a été faite, je pense que 3 semaines après, j'étais en chimiothérapie sous Taxol pour un protocole classique. Je ne sais plus si c'était 12 ou 16 séances, peu importe, voilà. Surtout reparti après 7 ans, c'est quand même douloureux, quoi. C'est ça, avec une petite sœur qui me tannait pour surtout que je ne perde pas mes cheveux, alors que moi, je m'en fichais. Et donc, tu les avais déjà perdus une première fois. Je les avais déjà perdus. Mais alors là, vraiment, les cheveux, ça ne m'a jamais posé de problème. J'ai jamais eu peur de les perdre. Et donc là, je n'avais pas peur de les perdre, mais ma sœur, elle y tenait un peu. Elle avait entendu qu'avec le Taxol, on n'était pas obligé de les perdre complètement. Donc pour ma petite sœur, et ça, je tiens à lui dire parce que je lui dis souvent, c'est vraiment que pour elle que je l'ai fait. J'ai supporté un casque réfrigéré pendant toutes les séances, qui est immonde, qui est froid. Ça fait très très mal. C'est vraiment.
Et donc, je n'ai pas perdu la totalité de mes cheveux. Il fallait que ça s'arrête. Mais tu avais de nouveau eu des EC Je n'avais pas eu d'EC, j'ai eu que du Taxol. Enfin, que du Taxol. Oui, c'est ça. C'est quand même un deuxième round de chimio. C'est ça. Et puis après, hormonothérapie pendant une grosse année. Non, pas hormono. Herceptine, voilà, pendant une grosse année. Et au cours de ce parcours-là, de chimiothérapie et d'Herceptine, j'ai eu 2 interventions chirurgicales pour essayer de sauver cette prothèse qui n'était pas contente d'être là, ou moi, je n'étais pas contente de la voir. En tout cas, on n'était pas très contentes l'une et l'autre. Et donc, je faisais des coques et ça handicapait mon bras vraiment de plus en plus. Il y a eu 2 tentatives de sauvetage et puis ça n'a pas fonctionné. Et donc, à la fin de l'Herceptine, donc j'ai fini l'Herceptine en... Et là, ils n'ont pas voulu, on le disait, mais ça n'a pas été enregistré, donc ils n'ont pas voulu t'opérer parce que tu étais en pleine chimio. Et voilà, c'est en très pleine risqué, chimio, en fait. ils ont fait du décollage de coque, là, avec... donc, ils ont essayé des choses, mais une opération avec re-cicatrice, etc., ça n'était pas envisageable pendant les chimios. Mais non, parce qu'on est immunodéprimé, on cicatrise mal, et tout ça dans des douleurs pas possibles, évidemment. Exactement, j'ai fini le bras coincé complètement contre le bras jusqu'au coude, complètement collé contre mon corps. Je pouvais pas le lever, je pouvais pas l'écarter, je pouvais pas embrasser mes enfants, je pouvais pas câliner mon mari. Enfin, je veux dire, au-delà du quotidien handicapant, il y a quelque chose dans l'émotion, on peut rien faire. Il a d'abord essayé la douceur, c'est-à-dire de sauver la prothèse. Et puis à la fin, il a compris. Enfin, il avait fait tout ce qu'il était possible de faire. On savait que c'était un risque, qu'il pouvait y avoir un risque de rejet. Et là, c'est vraiment mon muscle en fait pectoral qui, du fait des radiothérapies 7 ans plus tôt, n'a pas accepté cette prothèse. Voilà, donc il m'a proposé... Mais c'est important que tu le mentionnes parce que ce n'est pas sans risque. 3 chirurgiens qui m'ont déconseillé fortement la prothèse, en tout cas de passer par une otologue avant de mettre une prothèse. Et je trouve que c'est important que tu le mentionnes parce que c'est pas le cas de... Il y a quand même beaucoup de complications suite à la radiation. Oui. Tout à fait. Suite à la radiation, ce pourquoi on propose de plus en plus de reconstruction immédiate avant la radiothérapie, quitte à changer de prothèse après, puisque en fait, là, le muscle a déjà accueilli la prothèse. Voilà. Donc, ça facilite les choses, ce qui n'était pas mon cas, puisqu'il y avait 7 ans de décalage. Donc, ça n'était pas possible. En octobre 2019, voilà, j'ai fini l'Herceptine en août, j'ai vu le chirurgien en septembre, et le 23 octobre 2019, je pense que c'est la seule date dans tous mes parcours dont je me souviendrai, on a procédé à l'ablation de la prothèse à droite, et de la mastectomie prophylactique à gauche. J'avais toujours dit 2 ou 0. Et donc, j'avais le profil vraiment adéquat pour pouvoir demander cette mastectomie prophylactique. Donc, voilà, c'est ce qui a été fait grâce à mon mari. Voilà, qui vraiment a réveillé le chirurgien et réveillé aussi moi ce que je souhaitais au fond de moi-même, mais que je n'ai pas réussi à dire au chirurgien le jour où il m'a annoncé qu'il fallait enlever cette prothèse. C'est lui qui a dit mais on fait quoi du sein gauche? Et il a eu raison, puisque lui se souvenait très bien que c'était 2 ou 0. Mais tu ne l'aurais pas dit d'entrée de jeu? Je pleurais. En fait, quand il m'a annoncé la mise à plat, je pleurais. Je me voyais avec... je crois que comme il m'annonçait ça, je me voyais avec un sein et un échec. C'est-à-dire que ça n'avait pas fonctionné. Donc, j'ai été submergée par ces 2 informations-là. Et je n'arrivais pas à poser les bonnes questions, en fait. Et c'est pour ça que c'est important d'être très accompagné et de ne pas faire ces rendez-vous. Puis c'est tellement extraordinaire que ce soit ton mari. Et est-ce que tu savais déjà à ce moment-là? Donc là, on parle d'une ablation totale du sein malade une deuxième fois. Oui. On parle d'une ablation préventive. Oui. Et on parle pas encore de reconstruction à ce moment-là. Alors là, par contre, je sais pas si ça a été enregistré quand on a parlé de ce fameux terme reconstruction, qui est un terme qu'on n'aime pas. Eh bien, justement, on met un terme à moi sur la reconstruction, puisque là, clairement, ma partie droite a été très, très abîmée. Elle a eu tumorectomie, elle a eu symétrisation, elle a eu une prothèse. Donc, elle a eu de la radiothérapie, elle a eu une prothèse,
Elle a eu 2 opérations avec des lipofillings, etc. Pour essayer de sauver, Donc oui. moi, le côté droit est très, très, très abîmé. Toute ma peau est complètement collée à mes os. Là, ma peau et ma chair, je veux dire, c'est impossible aujourd'hui. Je vais pas dire de reconstruire parce que c'est pas le terme qui me convient, mais c'est impossible de me remettre un sein à droite. Donc aujourd'hui, la question ne se pose pas. Peut-être que dans 10 ans, il y aura des nouvelles technologies qui me permettraient... Mais de toute façon, tu ne l'envisages pas. Ah non, pas du tout. Je l'envisage pas, mais je me dis ne jamais dire jamais. Oui. Donc peut-être que... je n'en sais rien. Peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, je me dirai, oh, quand même, j'ai envie d'avoir une poitrine, d'avoir des petites bosses... des petites clémentines, des gros pamplemousses, je ne sais pas. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et tu te sens tout à fait... c'est une décision quand même Oui. à part entière, qui n'est pas une décision forcée, mais tu es bien avec cette décision. Oui, c'est-à-dire que si on avait envisagé une autre opération pour avoir de la poitrine plus tard, il ne serait pas intervenu sur l'opération qu'il a faite de cette manière-là. Là, il ne m'a pas laissé de peau, pas laissé de gras, il m'a bien tiré de partout parce qu'il savait que de toute façon, c'est ce que je voulais, être bien plate. Quitte à être plate, ne pas avoir un petit bourrelet gênant, par exemple. Alors, oui, donc tu peux expliquer de nouveau, je ne sais pas si c'était... expliquer, donc c'est réellement une reconstruction. Bon, on va débattre sur ce mot. Donc, on fait un joli torse, oui. tout plat, on ne laisse pas d'excédent de peau. Et qu'on explique parce que c'est vrai que les gens ne réalisent pas. Et après, on va parler des maladresses et des remarques qu'on reçoit de l'extérieur et maladresses qui sont pas toujours des maladresses. Mais donc, l'idée, c'est vraiment de rendre ce torse tout plat et qu'en fait, il y a des femmes après une mastectomie ou une double mastectomie qui repassent encore par la chirurgie plastique pour vraiment tout bien aplatir. En fait, celles qui ont une décision de ne pas reconstruire ou de ne pas... c'est dur. C'est dur, tous ces mots. Mais parce que je n'aime pas le terme reconstruction mammaire aussi, parce que j'ai du mal. Et puis reconstruction, on n'aime pas. Est-ce qu'on a été réellement complètement déconstruite? Moi je dis... se remettre des seins, puisqu'on on a quand même été mutilés. Il faut pas non plus minimiser le fait que on n'a pas été détruite, mais on nous a enlevé. Enfin, je veux dire, comme je sais pas, on nous a amputés, même si ça n'est pas une partie qui est mobile, utilisée au quotidien comme une main, comme un pied. C'est exactement pareil quand même. Donc on est mutilés, on est des femmes mutilées. Maintenant, comme quelqu'un qui se fait couper la main, j'ai envie de dire, il peut décider à un moment donné d'avoir une jolie cicatrice pour pour accueillir une prothèse de main ou pas. Et ces gens-là, on leur demande pas, est-ce que tu vas te faire reconstruire la main? Donc pour moi, c'est un peu pareil. J'ai décidé, grâce au chemin, parce que j'ai quand même la reconstruction, j'ai envie de dire le sein, le fameux sein, je l'ai eu. Il ne m'a pas convenu pour plein de raisons différentes. Donc j'ai décidé d'être à plat et de ne plus me faire refaire de sein. Et donc d'ailleurs, j'ai eu une première opération donc avec la double mastectomie, on va dire ça comme ça. Oui. Et puis j'ai eu une petite opération de finalisation, parce qu'il y avait quelques petites bosses de cicatrices, et puis j'avais une espèce de boule qui me plaisait pas trop, et le chirurgien a tout à fait accepté, bien au contraire, de bien mettre ça tout plat comme je le voulais. Comment tu te sens maintenant par rapport... Et j'ai vraiment envie d'en parler parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont... En fait, il y a beaucoup de femmes qui aimeraient faire ce choix-là. Vraiment, je vois sur les posts Instagram, les réponses. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes? Comment tu te sens, toi, aujourd'hui? Et puis évidemment, on va parler des remarques des personnes, de la féminité, mais qu'est-ce que tu auras envie de dire? Je pense que, en tout cas, si elles le ressentent comme ça, il faut qu'elles l'explorent. C'est-à-dire qu'elles se mettent au contact de femmes qui l'ont déjà vécu, d'en parler aux chirurgiens, de vraiment bien comprendre aussi les impacts que ça a pour la suite, parce que ne pas avoir de poitrine, par exemple, ça crée aussi, on a tout un tas d'exercices pour rester bien droite, puisque le fait de ne pas avoir de poitrine voûte. Ah, on aurait tendance à faire comme ça, ou c'est simplement une tendance à faire comme ça? Oui. En fait, on comble le manque et on voûte.
Donc effectivement, il y a quand même, il y a quelques impacts aussi sur. Mais tu sais que c'est ce que ma kiné disait qu'en fait, quand on perd un sein, automatiquement on ferme l'épaule par protection. Ah oui, donc toi tu as dû faire des exercices. J'en fais ouvrir. tous les jours. Je fais l'étoile de mer tous les jours. Ouais. Et effectivement, il y a quelque chose où on sent bien que les épaules voudraient se voûter. Ok. Aller vers. Donc ça a des impacts. Donc je pense que j'ai envie de dire comme refaire un sein. Voilà, comme refaire un sein, c'est une réflexion, c'est accepter de se donner le temps de la réflexion. Et moi, j'ai eu 7 ans de réflexion, en fait, au final. J'ai pas eu 1 an. J'ai eu d'abord un cancer. J'ai déjà dit à la fin du cancer que si ça revenait, fallait m'enlever tout ce bazar. Donc, j'avais déjà ça. Et ce chemin-là, il a pris du temps. Donc, pour moi, ça n'est pas... Et puis, ça a été libérateur. J'avais beaucoup de douleurs. Il fallait enlever cette prothèse. C'était vital. Donc, mais tu aurais pu envisager une autologue, mais tu as voulu ne pas reconstruire. Et donc, c'est ça que j'aimerais bien que voilà, par tes paroles, que ça aide les femmes qui, en fait, aimeraient bien ne pas reconstruire. De toute façon, je posterai ton film parce que tu as un torse magnifique. Ah, pourtant, il a des petits défauts, mais je l'aime bien. Mais attends, il y a une ambulance. Oh là là, vive Paris, vive la technologie. Tu sais, je fais un peu des coq à l'âne, mais c'est pas grave, les auditeurs ont l'habitude. Il est très féminin, ton torse. Oui, je pense. Et tu l'as dit d'ailleurs dans la vidéo. Oui, mais pour moi, la féminité, c'est pas ça. Et je pense que j'ai une maman qui est très féminine, sensuelle. Enfin, il y a quelque chose autour de la sensualité. Et quand je vois ma fille, elle a 16 ans, et je me dis, mais ça fait des années que quand je la regarde, je me dis, mais elle est tellement bien dans son corps, cet enfant, et tout compte fait, je me dis, oh, tout compte fait, c'est moi. Parce qu'il y a quelque chose de transmission aussi. Et pour moi, voilà, je suis bien dans mon corps, je me suis toujours sentie féminine. C'est quoi pour toi la féminité ? C'est plein de choses. C'est un regard, c'est des odeurs, c'est un grain de peau, c'est une attention, ça peut être verbal, ça peut être des attitudes. Je pense que c'est pas mon torse qui est féminin, c'est que j'ai une attitude. Je suis pas, voilà, je pense que j'ai une forme d'élégance naturelle. Alors je sais pas si. Bon, faut pas dire que je me la pète un peu là, mais en tout cas, je trouve que malgré ma petite taille, parce que je suis une petite femme, et c'est pas facile d'être élégant et chic. Non, mais c'est vrai d'être petite, d'être. Et pour moi, voilà, j'ai quelque chose. Mais parce que je le vis, moi, je me sens hyper féminine de l'intérieur. Comment tu as fait face au regard des autres et les réactions des autres? Bon, ça, je pense que ça, justement, c'est la partie qu'on a perdue. Oui. Mais c'est, on est d'accord que ça enregistre là. Là, ça enregistre très bien. Mais alors, les réflexions les réflexions ont été très différentes, forcément, entre cette poitrine qu'on a refaite avec cette prothèse, où voilà, on m'expliquait que c'était super beau, que ça me faisait un beau décolleté, et personne, j'avais envie de dire, ne prenait vraiment, enfin, ne mesurait l'importance du handicap que ça générait chez moi. Oui. Donc j'avais un beau sein, donc il fallait que je sois contente de ça. Et moi je disais ouais, mais j'ai mal, au secours, je souffre et tout. Bon, j'ai un beau sein, mais merci quoi, je peux. Et donc ça c'était un petit peu plus dur. Après, quand on a annoncé, parce qu'on a vraiment pris le temps d'annoncer que j'allais être à plat, en prenant conscience que quand même ça allait changer mon image et que nos proches, on avait envie que voilà tout le monde soit au courant de cette opération-là. Mais c'est bien parce que je pense que ça peut mettre les gens mal à l'aise en fait. Hein. Oui. 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 Et donc tu l'as dit à tes amis, tu l'as dit à ta famille. Oui. Et quelles ont été les réactions ? Bon, les réactions. Alors cette notion de courage dont tu as parlé. Je sais pas si t'en as parlé à ce moment-là. Je vais le répéter, mais certains m'ont dit que j'étais courageuse, mais plus sur la longueur du parcours, parce que j'ai beaucoup souffert avant d'arriver à ça. Mes parents ont été très touchés et très... c'est génial. En fait, il y avait quelque chose de c'est génial, puisque j'allais arrêter de souffrir. Ouais. C'était la seule chose que mes proches voyaient. Parents, oui. Voilà. Et sur l'image, eux ne m'ont jamais posé de questions sur comment tu vas le vivre sans sein. Voilà, ça, eux... Il n'y avait pas de problème. Non, mon environnement très proche, il n'y avait pas de problème.
Les remarques un petit peu plus maladroites, c'est plus sur des gens qui ont envie de me rassurer et qui me connaissent un petit peu moins. Je pense que moi, mes parents savaient que je n'avais pas besoin d'être rassurée sur mon image, par exemple. Donc plutôt, voilà, des copines, des collègues, des anciennes collègues ou des choses comme ça en disant « Oh, mais regarde, il y a plein de femmes qui ont des petits seins, c'est beau, tu vas pouvoir mettre des grands décolletés, puis t'es menue, ça va bien avec ton style. » Voilà, c'était ça pas... Ça te faisait quoi d'entendre tout ça? Alors ça, c'était un peu différent parce que moi, j'avais quand même... Quand c'est comme ça, j'ai cet instinct de dire attendez, c'est pas la même chose. Ouais. J'ai des cicatrices, je suis traumatisée, et je n'ai pas de tétons, je n'ai pas de mamelon, je n'ai pas d'aréole. Ouais. J'ai été handicapée, lourdement handicapée pendant 18 mois sans que personne s'occupe de moi. Enfin, il y avait de la souffrance quand même et donc juste tourner ça en ça va être chouette, voilà, tu vas ressembler à telle actrice. Mais moi j'ai pas moi j'ai des tout petits seins. Voilà, super, t'auras plus de soutien-gorge, tu vas pouvoir t'acheter des belles culottes. Enfin, voilà, toutes ces petites choses qui sont là pour nous rassurer. Moi, c'était ça me rassurait pas spécialement. Par contre, je répondais. C'est-à-dire que autant par rapport à la prothèse, je ne répondais pas. J'étais un peu en arrière. Là, je répondais en disant non, ça n'est pas pareil. Oui, reconnaissez-moi dans ma souffrance quand même. Exactement. Et dans mon choix. Et dans mon choix. C'est pas la même chose que vous. Oui. Et d'ailleurs, j'ai fait quelque chose de fort. 3 semaines après mon opération, j'ai fait un vide dressing à la maison où, avec ma maman, on a trié tous les vêtements que je ne voulais pas voir dans mon armoire parce que c'était des vêtements à décolleté ou des vêtements qui n'allaient plus à avec ma morphologie. Et j'ai invité toutes mes copines. Mes copines m'ont acheté des fringues. On a passé une super soirée. Et elles étaient choquées de cette idée-là, de ma démarche. Elles l'ont faite pour moi. Mais quand on en a parlé, elles étaient hyper choquées que je fasse ça si vite après l'opération et de manière si ouverte, un peu impudique en fait, en quelque sorte. Et je disais, non mais moi, vous m'aidez. Vous allez faire vivre mes vêtements. Ça faisait partie de ton chemin d'acceptation et de. Bon, tu l'avais déjà accepté. Oui, complètement. Oui. Est-ce que c'est compliqué? En fait, quand je te pose des questions, c'est aussi parce que je pense à tous ceux qui vont nous écouter et puis toutes les femmes qui veulent faire ce choix-là et qui, alors on utilise, il y a des femmes qui disent, j'ai pas le courage, il faut beaucoup de courage. Est-ce qu'il faut du courage? Il y a beaucoup de termes autour de ça. Est-ce qu'il faut du courage? Est-ce que c'est plus courageux de pas reconstruire? Est-ce que c'est plus courageux de reconstruire? Il n'y a pas de terme en fait. C'est un chemin qui est tellement personnel. Oui, c'est un chemin personnel et c'est un chemin qui, pour moi, si on devait utiliser un terme pour ce chemin-là, ça n'est pas le courage, c'est la capacité à ne pas être impacté par le regard de l'autre. Voilà, j'allais te poser la question. Tout simplement parce que d'être Amazone, d'avoir un seul sein, d'avoir des gros seins, d'avoir des petits seins, des seins qui tombent en bas, qui remontent en haut, tout ça, ça n'est qu'une question de... En fait, je prends ma décision de ce que je veux pour mon corps et je la prends pour moi et pas pour être la belle dans le magazine de Vogue ou dans le magazine de Rose Up, j'en sais rien. Je ne le fais pas pour le regard de l'autre ou pour le regard de mon mari. C'est vrai que moi, par exemple, je n'ai jamais demandé, j'ai demandé, mais 6 mois plus tard à mon mari ce que ça lui faisait, en fait, de... Et lui, il était tout à fait OK parce que c'est celui... Oui, il était OK, mais je lui avais quand même jamais demandé. Ouais. Il était OK. Mais entre être OK... C'est parce que toi, t'étais OK. Mais oui, ça, oui, c'est ça. C'est pas si évident que ça parce qu'il y a quand même beaucoup de standards de beauté. Comment tu fais face à tout ça? Eh bien, pour moi, les standards de beauté, ils sont là, comme tous les standards, comme dans une entreprise quand on travaille. On a les standards qui sont une base de réflexion, et puis après, il y a plein de hors-standards. Ouais. Et la beauté de la vie, c'est tous les hors-standards d'ailleurs. Donc, eh bien, la poitrine plate, enfin le buste plat, la reconstruction à plat, on l'appelle comme on veut. C'est un hors-standard qui a son charme, qui effectivement est différent d'une femme qui a 2 seins. Ça, c'est complètement évident. Je suis contente qu'il y ait du progrès, parce que, mais oui, parce que pour certains médecins, c'est inenvisageable ou certains plasticiens. Mais attendez, mais madame, vous n'allez pas rester comme ça. Moi, je l'ai entendu. Et
Oui, c'est un choix en soi. Oui. Et je suis contente que tu... Alors, je ne sais pas si tu es une militante. Non, en fait, est-ce que tu es une militante pour ça? Je trouve que tout ça est toujours en douceur. Tu aides les femmes qui se posent la question, parce qu'il y a des plus militantes aussi parfois. Hein. Oui, alors moi, je ne suis pas je sors pas mes drapeaux, mes pancartes, etc. Oui. D'abord parce que les hors-standards sont toujours des minorités quelque part. Et moi, je trouve ça joli, les minorités. Voilà, il y a quelque chose... Quand tu es une minorité, tu es un peu exceptionnel aussi, tu vois. Faut le regarder du bon côté des choses. Donc moi, ce que je partage, d'abord, je le partage pour moi, oui, à la base. Et puis, ce dont je me rends compte et ce qui m'incite à partager plus... que ce soit mes photos, que ce soit mon écriture, c'est aussi que j'ouvre un champ des possibles. Voilà. C'est-à-dire que je montre une voix qui est différente, effectivement, qui est plus douce. Je pense que ce qu'on peut voir malheureusement sur les réseaux sociaux aussi, hein. Alors il y a beaucoup de femmes qui partagent leurs opérations, leurs pansements, C'est vrai, c'est réel. Probablement qu'il faut le montrer. Moi, ça n'est pas ma voix. J'aime montrer les belles choses, même si je montre que je souffre, je le montre en douceur. Voilà, je n'aime pas la violence. Voilà, le côté guerrier, tout ça, ça me parle pas tant que ça. Et d'ailleurs, sur mon blog, c'est guerrière chic et rock. Et il y a quelque chose de guerrière, oui, mais quand même, quoi. Tu parlais d'une certaine liberté que tu éprouves. Oui. Alors déjà, le fait de ne plus avoir de tétons, tu n'es plus censuré. Donc, le fait de ne plus être censuré te donne une liberté incroyable. C'est dingue, hein, cette histoire de tétons, de réseaux sociaux, etc. Il y a quelque chose, effectivement, qui t'ouvre, voilà, t'as un boulevard de possibilités de partage que tu n'as pas quand tu as des tétons. Voilà. C'est injuste, mais j'ai envie de dire, quelque part, ça fait partie des petits avantages que notre minorité peut avoir. Voilà. Comme ne pas porter de soutien-gorge, c'est un avantage. Voilà. On n'est pas embêté par les soutiens-gorge. En même temps, on est privé d'avoir de la jolie... des petits oui, on des a. brassières, voilà. Mais liberté par rapport au regard. Voilà. De l'autre. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut vraiment partager. Et tu vois, moi, je partage mon buste. J'aurais des tétons. Je ne partagerai pas. Pourtant, ça reste une partie intime pour toi. Oui, mais qui est quelque chose de... sur les photos, pour moi, c'est beaucoup plus neutre. C'est beaucoup plus... je sais pas comment l'expliquer. Vraiment, c'est l'absence de tétons qui fait ça. Oui, mais j'ai envie de dire que dans ta vidéo, en fait, tu disais tu es une œuvre d'art. Oui. Mais oui, mais réellement, quand je vois dans cette vidéo, ces photos, il y a quelque chose de très artistique, en fait. Oui. Alors ça, j'adore. En fait, je pense que ce que j'ai découvert au fur et à mesure de mes 2 croisades, c'est que la partie photographique, je suis pas du tout photographe, hein, je suis c'est des méthodes très très artisanales, il y a zéro technicité. Sont magnifiques, les photos. J'ai un rideau qui est accroché avec des épingles à linge dans mon escalier de maison, hein. Donc je mets soit un noir, soit un blanc en fonction. Ils sont magnifiques, ces photos. Donc c'est vraiment du basique, quoi, hein, j'ai envie de dire. Mais tu as l'œil, hein. Mais c'est ça, c'est que je pense que... Les émotions pures, hein. C'est ce qu'on me dit, en fait. Oui. C'est ce qu'on me dit, c'est que je suis pas photographe, mais que j'ai un œil, effectivement. Donc, je n'ai plus de seins, mais j'ai encore des yeux. Et peut-être que ça les a poussés encore. Parce qu'on le dit, quand on enlève une partie de sensation ou une partie de ton corps, tu sais, les 5 sens, pouf, ça part ailleurs. Et c'est peut-être à cet endroit-là que c'est venu s'exprimer et que ça a besoin de s'exprimer. Et puis, ce côté artistique, pour moi, il rend jolie l'histoire. Voilà. Ah. Et je trouve que dans nos protocoles de soins, on est très malmenés et que nous apporter de la douceur, je sais pas toi, mais la douceur dans nos protocoles, dans nos parcours, quelques personnes qui nous apportent une petite bouffée d'air, tu vois, une espèce de petite bulle rose à un moment. Moi, je le trouve en dehors. L'accompagnement psychologique, le reiki, l'acupuncture. Ouais. Donc, tu es allée le chercher. Je suis allée chercher. Voilà.
Donc, ça veut dire qu'on nous traite, mais qu'on ne nous apporte pas, tu vois, dans le parcours. Donc, voilà, moi, j'ai envie de pouvoir apporter ça, en fait, me l'apporter à moi. Et si j'arrive à l'apporter à d'autres femmes, c'est bonus. C'est magnifique ce que tu partages et vraiment merci de tout cœur. Alors petite question, mais pratico-pratique, tu vois qu'est-ce que tu portes comme robe et tout ça. Ouais. Alors aujourd'hui, parler de ce, mais c'est super mignon, un joli petit chemisier. Mais est-ce que c'est un problème? Ça l'est pas? Alors qu'est-ce que tu peux dire aux femmes? Ça a beaucoup changé. C'est-à-dire que la première année, on va dire 2019-2020, j'ai porté des choses, des petites chemises comme aujourd'hui. Aujourd'hui, personne, tu peux pas me dire que j'ai pas de seins ou que j'ai des seins. Parce que c'est une petite chemise large. Voilà, c'est une petite chemise un peu large. Donc voilà, donc j'ai porté des choses un petit peu... C'est hyper féminin. Oui, voilà. Très féminin. Je porte pas des chemises de garçon, voilà. Je porte des chemises de femme, mais effectivement, un petit peu blousées. Je porte des petits tops dessous pour être en confort. Donc, il y a vraiment plein de possibilités, mais j'étais plus dans ce style-là. Aujourd'hui, si j'ai envie de mettre un body moulant, hyper moulant, et j'en mets très souvent, j'ai aucun souci. Par contre, je vais mettre un body hyper moulant avec un dos nu. Voilà, je pense qu'il y a vraiment... Ça a évolué. T'as vraiment sublimé ton moi, histoire, j'ai besoin de me sentir jolie et confortable, par contre, parce qu'il y a la partie cicatricielle et qui nécessite... Que tu travailles encore? Tu vois encore une kiné? Oui, je vois une kiné 1 à 2 fois par semaine. Et il y a encore du travail parce que l'inconvénient, j'ai envie de dire, de ce genre de chirurgie, c'est que ça a tendance à coller aux côtes. Oui. Donc, il faut décoller et il faut décoller masser et décoller très longtemps. Et c'est bien d'avoir un ou une kiné pour nous accompagner pour ça. Et tu retrouves les sensations? Eh bien, bizarrement, je pensais que non, mais j'ai plus de sensations, effectivement, sur cette zone-là que quand j'avais la prothèse, par exemple. Ça, c'est très étonnant. Je pense vraiment que c'est qu'une question de peau, c'est-à-dire qu'il a enlevé beaucoup de peau où je n'avais plus de sensations, puisqu'il avait besoin de moi, c'est que ça. Mais par contre, je sens, alors pas tout, là je sens pas tout, mais hop, on monte un petit peu, je sens un peu au-dessus. Donc oui, j'ai quand même une sensation de poitrine. Tu sais, je vais te faire une demande en direct, là, en fait. Je pense à quelque chose. Ça me ferait hyper plaisir que ton mari écrive un petit texte, en fait, pour le blog. Oh, ok. Vraiment. D'accord. Et peut-être... Faudra le guider un petit peu. Oui, tu pourras le guider. Ouais. Mais ce serait génial d'avoir un témoignage de ton mari qui a l'air d'être absolument formidable par rapport à ça. Merci, vraiment, merci de tout cœur. Merci pour ta patience. Merci pour cet enregistrement qui a sauté 2 fois. Donc, on ne sait pas si on a dit la même chose 2 fois. Comment est-ce que, la question piège, comment est-ce que tu aimerais terminer ce podcast? Ah oui, alors ça, c'est une question vraiment piège. Je peux te laisser une pause et je couperai. Mais... C'est plutôt par rapport, j'ai envie de dire, un message à toutes les femmes de notre communauté, puisqu'on reste une communauté, c'est de choisir pour soi et les autres suivent. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure manière de clôturer. Merci 1000 fois, Valérie. Merci à toi. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis, si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.